Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio en ce mercredi 17 juin, il est 13h03. Sur Sud Radio, depuis que cette radio existe, et très souvent nous parlons avec vous de sujets qui fâchent, de sujets contrariants, de sujets angoissants, de sujets sérieux, mais ce n'est que l'actualité. On vit dans un monde un petit peu troublé, bouleversé, crispé, tendu. Voilà, on voit que notre classe politique, quelquefois, s'invective dans des termes pas forcément cordiaux, et que nous sommes dans ce monde de consommation, nous sommes toujours sous tension. Et là, un ange arrive qui s'appelle Alexandra Puping-Bortoli, une philosophe, avec des compétences de sociologie et tout ce que l'on veut, et elle arrive comme l'évangile de la bonne nouvelle. Et elle nous dit tout simplement, j'allais dire la gueule enfarinée, le monde appartient aux gentils. Alors, je me suis plongé dans cet ouvrage, je dis la pauvre, elle doit délirer, qu'est-ce qu'elle fume, et ce traité, alors, de philosophie, de psychologie, de sociologie, un peu d'histoire, et quelque part aussi de politique, puisque c'est la façon de vivre ensemble, j'allais dire, c'est un souffle d'espoir, c'est un moment de bonheur, on ne peut être contre rien de ce que vous dites. Je cherche quelquefois à chercher la petite faille. Alors, ensuite, je vais vous demander de décrypter un petit peu plus. Voilà. Mais vous nous dites bien, et vous, la phrase en exergue d'Edmond Rostand, on ne sait pas ce que le cœur des simples peut, mais grâce à vous aussi, est-ce que le cœur des simples peut? Un simple sourire, voilà, une main tendue, c'est vrai. Alors, on est sur, il faut tendre la joue gauche, on n'est pas là. Mais voilà. Mais si ce monde va mal, et j'en suis convaincu, c'est peut-être surtout Alexandra Puping-Bortoli qu'il manque de gentillesse. Oui, tout à fait. Merci pour toutes ces belles choses. Oui, c'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, notre monde est quand même marqué par les conflits, mais je pense que ça a été de tout temps. De tout temps. Par des rapports de force, par de la méfiance, par de la compétition, et la gentillesse est souvent balayée par l'urgence, entre autres, et elle est souvent associée également à de la faiblesse. Et c'est et à de la naïveté, un manque de caractère et parfois même un manque d'intelligence, alors qu'en fait, elle est tout à fait l'inverse. Elle est pour moi véritablement une force de résistance à l'amertume, au mal, etc. Et c'est en ce sens, j'ai voulu réhabiliter la gentillesse dans cet ouvrage et lui donner toute sa dimension. Alors, allons aux fondamentaux de cette réflexion, et c'est d'ailleurs le premier chapitre. Vous commencez par là, ce qui est logique. Je vais vous citer la phrase de Jean-Jacques Rousseau, « L'homme né bon, c'est la société qui le déprave », et vous posez la question, naissons-nous gentils, Alexandra Puping-Bortoli ? Alors, les philosophes... Parlons vrai ici, donc dites-moi la vérité. Les philosophes se sont cassés la tête un petit peu sur ce sujet. Rousseau, effectivement, nous naissons bons, mais c'est la société qui nous corrompt. Pour Hobbes, nous naissons tous égoïstes et la société va nous civiliser. Je pense que l'on est avec un tempérament qui peut être plus ou moins enclin à la gentillesse, mais c'est par la volonté, par la force de notre caractère que l'on va, dans ces cas-là, développer la gentillesse. Je pense que la gentillesse, c'est quelque chose qui se cultive. Vous parlez des 4 humeurs fondamentales de la gentillesse. Oui. Quelles sont-elles? Alors là, je suis... Ouais. Alors ça, il faut que je me remette dedans. Il y avait les 4 tempéraments, parce qu'il y a 4 humeurs et 4 tempéraments. Les 4 tempéraments, et vous citez des prénoms, Alix la colérique, Victoire la mélancolique, Isor la sanguine, et Henri le flegmatique. Donc en fait, on a là 4 tempéraments différents, avec un rapport à l'autre qui est différent. On va pas rentrer dans chacun. Mais disons qu'à partir de ces tempéraments, il s'agit de voir chacun a une part de faiblesse et a des qualités dans chacun de ces tempéraments. Et après, il s'agit de développer des vertus pour pouvoir contrer les faiblesses qui sont dans nos tempéraments avec lesquels nous naissons. Vous dites que la gentillesse réclame du courage. En quoi la gentillesse réclame du courage? Elle réclame du courage parce que on fait le choix de la gentillesse. Parce que parfois, il est beaucoup plus facile de céder à la méchanceté, de céder à notre propre égoïsme, l'égoïsme, c'est aussi quelque chose qui nous protège. Mais de céder à toutes ces faiblesses-là, c'est véritablement une preuve de courage. Vous considérez qu'il y a des individus pour lesquels c'est plus facile que d'autres? Il y en a qui ont une gentillesse profonde, naturelle. Je pense que l'éducation fait quelque chose aussi. Le contexte dans lequel on a grandi joue aussi.
l'environnement, nos expériences et tout ça. Je pense que tout ça, ce sont des choses qui font que notre caractère se construit au fur et à mesure. Et il peut être plus ou moins enclin à la gentillesse. Mais moi, j'insiste sur le fait que la gentillesse est quelque chose qui se cultive. C'est un acte de volonté. Donc elle n'est pas innée, un peu quand même. Elle est un petit peu. L'éducation est fondamentale, je fondamentale. suppose. Mais je pense que ça s'apprend, ça s'éduque. Si je choisis cet axe-là, c'est pour moi, pour ne pas dire, ben voilà, il y a les gentils et il y a les méchants. On est gentil ou on est méchant et on n'y peut rien. Non. Ce serait trop facile. Non. Les gentils, c'est pas juste des gens qui sont nés gentils. Les gentils, ce sont des personnes qui ont cette volonté et cette orientation vers le bien. Vous voulez dire que c'est un effort. Nous sommes aujourd'hui dans ce monde où on est confronté, alors toutes les époques ont connu leur barbarie, leurs atrocités, leur haine, et on voit que même avec les progrès de la philosophie, de la morale, enfin toutes les sectes des Lumières, nous constatons dans l'actualité aujourd'hui des barbaries, des atrocités qui sont pas pires, mais même pires que celles qu'on a pu connaître dans l'Antiquité ou à d'autres époques. Pour autant, les gentils continuent à résister. C'est-à-dire que cette masse de méchanceté ne dissuade pas les gentils d'être gentils. Où il y a des gens qui, à un moment donné, basculent, et des gentils qui ne peuvent pas tenir dans leur gentillesse. Oui, je pense que tous, on est concernés. C'est-à-dire qu'on peut tous, à un moment donné, choisir d'être gentils, et on peut tous, à certains moments, décider de ne plus l'être. Mais ne plus l'être, ça ne veut pas dire enlever notre capacité à être gentil. Moi, je vois la gentillesse comme une capacité qu'on a à notre disposition pour faire le bien, entre guillemets, si on peut utiliser ce mot-là. Il y a des gens qui ne se fâchent jamais, il y a des gens à qui il peut arriver un malheur énorme, ils gardent leur gentillesse. D'autres qui sont, alors est-ce que ce sont des faux méchants ou des faux gentils, qu'à un moment donné il y a un vernis, ou il y a un fondement qui à un moment donné s'étiole parce qu'on peut pas faire face. Est-ce que des deux notions fondamentales de la gentillesse, que sont l'empathie et la compassion, sont deux bases quand même qui déterminent un tempérament gentil? Il faut avoir de l'empathie et de la compassion. Ah oui, pour moi... Ou les deux à la fois, ou l'un ou l'autre d'ailleurs. Ah, mais la gentillesse, c'est un véritable bouquet. La gentillesse, c'est comme un diamant à plusieurs facettes. Effectivement, mais ce que je pense, c'est qu'à la racine de la gentillesse, il y a l'humilité. C'est vraiment l'humilité. Ça, c'est très important ce que vous dites. Pour moi, c'est essentiel. Voilà. C'est à la racine de la gentillesse, il y a l'humilité. Quelqu'un de très orgueilleux, très vaniteux, très imbu ne peut pas être totalement gentil. Ne peut pas être totalement gentil parce que forcément, il va chercher quelque chose. Il a une idée de lui-même qui fait... son propre intérêt, il y aura des raisons, des moteurs troubles, on va dire. Mais alors que dans la gentillesse, la vraie gentillesse, il y a l'humilité qui est à la base, qui est à la racine. Et l'humilité, c'est juste essayer de se connaître en vérité, connaître ses faiblesses et connaître ses forces. Et les personnes qui ont souffert, les personnes qui ont vécu des choses terribles et qui continuent malgré tout à être gentilles, je pense que ce sont des personnes qui ont compris énormément de choses, qui ont compris le sens du bonheur, qui ont compris le sens du vrai. Parce que la gentillesse, on ne peut pas la dissocier de la vérité, du vrai. Et donc il y a cette conscience aiguë, elles ont comme percé les mystères de la vie finalement, au travers des difficultés qu'elles ont vécues, elles ont compris où était le bonheur, entre guillemets. Est-ce que la gentillesse on se pose souvent la question avec nos dirigeants ou nos grands chefs de guerre, est-ce que la gentillesse peut gravir les échelons du pouvoir, rester intacte? Est-ce qu'on peut être un grand homme d'État, strict, ferme, et rester gentil? Par exemple, les gens disaient, le général de Gaulle était quelqu'un de dur, sans concession, mais c'était quelqu'un de gentil, par rapport à d'autres hommes politiques plus, plus conciliants, plus arrondis, qui étaient en fait, au fond d'eux, on sentait bien une forme. Je vais pas citer de nom parce qu'il y en a beaucoup, mais on parle par exemple de François Mitterrand, qui était d'un contact toujours très comme ça, très politique, très florentin, et au fond de lui-même, il y avait un caractère effectivement très, on sentait pas la gentillesse, quoi. Alors il y a différentes choses dans ce que vous dites. Effectivement, il y a des personnes qui vont utiliser les attributs de la gentillesse, qui vont utiliser un langage policé, peut-être cordiaux, mais une gentillesse courtoise, mais sur la forme. Dans la forme. Voilà. Ça, on est vraiment dans la forme. Ça peut même aller plus loin. On peut même aller jusqu'à la manipulation. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent utiliser la gentillesse, tous les attributs de la gentillesse, pour manipuler l'autre. C'est le corbeau et le renard. Ça s'est souvent produit dans l'histoire, je suis désolé. Ça s'est produit dans l'histoire. Oui, bien sûr. Donc là, on est dans cette idée de la gentillesse qui est instrumentalisée pour manipuler les autres, ou comme hypocrisie, comme on disait tout à l'heure, avec cette idée qu'on va nier une vérité
en utilisant un langage policé, on laisse comme ça une langue de bois, enfin, on muselle tout le monde par un espèce de langage policé. Pour faire allusion. Pour faire illusion. Pour faire allusion à l'actualité Alexandra Pupink-Bortoli, on voit bien que dans les pédocriminels, et on passe au dernier cas qu'on a cité, ils s'approchent des enfants avec une extrême gentillesse. Ils sont d'une douceur, avec des détails, des gestes, des comportements qui induisent en erreur. Au fond, il y a un monstre qui quête la proie, mais la façade est d'une gentillesse extrême, et c'est d'ailleurs comme ça que les enfants succombent, c'est qu'au départ c'est gentil. Est-ce qu'il y a moyen de détecter une vraie gentillesse ou une gentillesse insincère? Très très difficile. Est-ce qu'on peut toujours déceler le mal chez quelqu'un? Ça, c'est une question qui reste toujours, à mon avis, en suspens, mais en tous les cas, effectivement, ces personnes ont vraiment, comme je disais, utilisent les attributs de la gentillesse, qui sont justement la douceur, qui sont l'empathie, qui sont la compassion, la générosité, cette patience. Donc on retrouve tous ces attributs chez les pires personnes également, mais qui à des fins épouvantables. Effectivement. Le monde appartient aux gentils. Je reçois Alexandra Pupink-Bortoli, philosophe qui a traité de ce sujet vaste, complexe, très complet. Voilà. Est-ce qu'un sourire peut changer le monde? Est-ce qu'avoir du cœur, est-ce qu'être gentil, avoir du cœur, c'est si difficile que ça? Et quels sont ceux qui l'ont de façon naturelle et sincère et spontanée, et ceux qui feignent de l'avoir pour pouvoir séduire? Vous nous appelez au 0826 300 300. Zacharias attend votre appel. Il le transmettra. Vous pourrez discuter avec Alexandra Pupink-Bortoli de savoir si le monde appartient aux gentils. Est-ce que vous-même vous estimez gentil? Est-ce que vous voudriez être gentil? Vous l'êtes pas toujours. Est-ce que vous connaissez des gens profondément gentils? Est-ce que vous connaissez des gens méchants? Est-ce que vous croyez tout simplement à la gentillesse? Et est-ce que vous admettez que c'est quand même la première clé du bonheur dans le monde douloureux et difficile dans lequel on vit? Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h19, je reçois Alexandra Pupink-Bortoli, qui a écrit que le monde appartient aux gentils. Elle l'affirme, c'est pas le monde appartient-il aux gentils, c'est le monde appartient aux gentils. Alexandra Pupink-Bortoli, vous l'affirmez, c'est aux éditions du Cerf. Voilà, on disserte sur ce qu'est la gentillesse, qu'est-ce qui caractérise la gentillesse. Il y a différentes formes de gentillesse. Voilà, est-ce qu'elle peut être sincère, est-ce qu'elle est innée, est-ce qu'on est gentil? Voilà, on a abordé toutes ces questions. Je voulais aborder maintenant la question du discernement. Est-ce qu'il y a l'intelligence de l'esprit? Il faut la distinguer de l'intelligence du cœur. Il y a des gens qui sont intelligemment gentils et des autres qui sont généreusement gentils. Il y a une nuance entre les deux ou non? Alors, disons que dans les qualités de la gentillesse, une gentillesse ne va pas sans discernement. C'est Simone Veil qui nous dit que la bonté sans discernement n'est que mollesse. Ah. Donc en fait, la gentillesse doit absolument être accompagnée de discernement. Autrement, justement, on devient, entre guillemets, trop gentil. Trop gentil. Et donc, dans le discernement, il y a l'intelligence de cœur et l'intelligence de la raison ou de l'esprit. L'intelligence de la raison permet de contenir la gentillesse dans des limites qui sont acceptables. C'est-à-dire d'éviter de devenir une bonne poire. C'est elle qui nous aide à avoir un regard... Ce risque aussi, effectivement. De l'analyse, d'évaluer les choses, etc. C'est elle qui nous permet d'agir sans pour autant nous faire du mal, en quelque sorte, à nous-mêmes. Parce que le gentil, parfois, peut aller au-delà de ses propres limites. Et donc ça, c'est l'intelligence nécessaire dans la gentillesse. Et puis, il y a aussi l'intelligence de cœur, qui, celle-ci, alors elle, est essentielle. Et finalement, parfois, c'est elle qui a le dernier mot. Elle est un petit peu comme l'âme de la gentillesse, cette intelligence du cœur. Elle est cette intuition. Elle est cette intuition qui va percevoir les situations, qui va percevoir les contextes, qui va comprendre avant même la raison sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Donc il y a vraiment besoin de ces deux intelligences dans la gentillesse. Alexandra Pupink-Bortoli, un vrai gentil le reste systématiquement, ou il y a des vrais gentils qui ont été éprouvés et qui peuvent perdre. On peut perdre la gentillesse par un dépit, par une déception, par une exaspération. Ou est-ce qu'une vraie gentillesse, elle est irréversible?
Je pense disons qu'on peut varier. On peut varier dans l'humeur, vous voulez dire. Dans notre humeur, parce que c'est quand même aussi. Gentil, il sera gentil. Enfin, il peut se rebiffer à un moment donné. Et il peut se rebiffer. Et il peut même commettre un acte de méchanceté, éventuellement. Bien sûr, quelqu'un de gentil peut commettre un acte de méchanceté. Ce n'est absolument pas incompatible. On n'est pas ni tout blanc, ni tout noir. C'est-à-dire que nous sommes des êtres vivants, capables de gentillesse, capable d'être égoïste, mais le tout, c'est d'être, à un moment donné, conscient de là où on se situe, et de ne pas vivre finalement complètement, ne pas subir, se subir soi-même. C'est-à-dire que dans la gentillesse, il y a des moteurs troubles, comme on disait tout à l'heure, et parfois on devient gentil pour être aimé. On devient gentil par besoin de reconnaissance, ou par la peur du conflit. Donc dans ces cas-là, c'est plus une gentillesse qui est réelle, on va dire, mais on va vraiment être sujet, on va être objet en quelque sorte de nous-mêmes et de nos besoins, de nos peurs, etc. Et voilà, donc on devient. C'est intéressant, je trouve, de comprendre qu'est-ce qui nous motive à être gentil. Est-ce que ce sont des bonnes raisons ou pas? Justement, est-ce qu'il y a des courants philosophiques, est-ce qu'il y a des religions qui prédisposent à la gentillesse? On connaît des philosophies qui sont plutôt dans la confrontation, l'agressivité, la domination. Ensuite, on a des philosophies comme le marxisme. Là, c'est pas une question de gentillesse, même si c'est une question d'égalité. On va dire que quand même aujourd'hui, le christianisme et les évangiles sont quand même de tous les textes philosophiques qui existent. Le brahmanisme et le bouddhisme aussi, c'est de l'amour, voilà. Mais c'est peut-être quand même les textes chrétiens qui vont le plus loin dans cette prédisposition à la gentillesse, c'est-à-dire à l'amour, au partage, à la charité, à la compassion. Ouais, vraiment. Ça peut se dire comme ça. Oui, tout à fait. On a vraiment l'exemple du Christ. Hein. Je pense que dans le Nouveau Testament, on a vraiment l'exemple du Christ où la gentillesse. C'est un vrai gentil, lui, ou non? Ah, je pense. Tel qu'on je pense, c'est-à-dire que Jésus, pour moi, incarne la charité. Oui. Mais en même temps, c'est une charité qui n'exclut pas la fermeté. On retrouve dans les évangiles, au moment où il renverse les tables des marchands du temple, la sainte colère, exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est la gentillesse, pour moi, je la situe comme la manifestation active de la charité. La manifestation active de la charité, c'est-à-dire, ce sont les actions qui sont mises en œuvre, en fait. Et le Christ est vraiment là pour... Jésus nous a vraiment donné des exemples. Et il y a aussi une autre chose, c'est qu'il nous a montré, dans cette religion chrétienne, que c'est en s'abaissant que l'on trouve sa grandeur. Et la gentillesse, elle a cette grandeur, en fait. Elle a cette grandeur de se dire, c'est vraiment en s'abaissant qu'on trouve la grandeur. Il y a forcément une notion de concession. Il faut renoncer à certaines choses dans la gentillesse, c'est un des éléments. Concéder à l'autre, accepter ses défauts, aller vers lui. Qui est un des paramètres de la gentillesse? Je pense que il s'agit et parfois, effectivement, la gentillesse, on va aller au-delà de son propre intérêt. Et c'est ce qui donne à la gentillesse une dimension spirituelle aussi. C'est-à-dire que la gentillesse peut être une espèce de dynamique qui nous entraîne au-delà du rationnel et au-delà de notre propre intérêt. Mais il ne s'agit pas pour autant de s'oublier totalement et de s'humilier. En fait, c'est une humilité qui ne s'humilie pas dans la gentillesse. Le partage est une notion importante. Il faut partager. Est-ce qu'on peut être gentil et radin, par exemple, voilà. Ou est-ce que c'est une entaille peut-être quand même, voilà. Oui, non. Enfin, est-ce qu'on peut être gentil et pas généreux? On peut être tout à la fois. Oui. Moi, je crois qu'on peut être tout à la fois. Mais il s'agit de bien voir vraiment que la gentillesse est une force. C'est une force énorme. C'est une force imaginons un monde sans gentillesse. Justement, où il y aurait que des radins, que des gens méchants, etc. Un monde sans gentillesse. Eh bien, je pense que le monde ne survivrait pas. Et donc, pour moi, les personnes gentilles et la gentillesse, elle répare le monde, elle restaure les liens, elle porte le monde. Elle est essentielle. Vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot amour. Pourtant, il est là. Oui. Il est là. J'ai l'impression que vous faites. J'en parle dans le livre beaucoup. Ah, bien sûr, énormément. Ouais, c'est vrai.
quelle corrélation? Il y a de l'amour dans la gentillesse, bien entendu. Ouais. Et aimer quelqu'un, c'est être gentil. Pas forcément. Oui. On peut aussi aimer quelqu'un, le protéger en étant dur pour le protéger. Amour et gentillesse, il y a quand même une synergie à un moment donné. Ah oui. Et d'ailleurs, dans la dimension spirituelle, on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses traditions qui convergent vers un même foyer qui est l'amour, en fait. Parce que au cœur de la gentillesse, il y a vraiment l'amour. Il y a aussi le désir du bien. Il y a toute une dimension aussi qui est intéressante, c'est que dans un geste de gentillesse, par exemple, dans le métro, quand on voit quelqu'un qui laisse la place à une personne âgée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Touchant, Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que c'est beau, que c'est un beau geste. On voit que c'est juste. On voit que c'est bien. Et il y a comme le beau, le bien, le juste qui sont unifiés dans l'intention, dans le geste, dans l'action. Et donc, il y a cette unité comme ça qui est... Et nous, on sent notre cœur qui se dilate et on sent l'espérance qui est là. Ça redonne de l'espérance de voir des gestes de gentillesse. Nous sommes conscients de notre gentillesse quand on se compare. Hein, vous connaissez la phrase de Talleyrand, quand je me regarde, je me méprise, mais quand je me compare, je me rassure. Je me rassure. Est-ce qu'il y a des gens qui sont naturellement gentils, pour eux, c'est ni une vertu, une qualité, c'est comme ça? Ou est-ce qu'on a quand même conscience, quand on voit ce qui se passe autour de nous, qu'on est quand même plus sympa et plus gentil que les autres? Je pense qu'on a conscience parfois on a conscience quand on est gentil, et puis ça peut devenir une habitude. On peut installer ça comme un mode de vie. Donc dans ce cas-là, c'est une philosophie de vie presque d'être quelqu'un de gentil. Et c'est quelqu'un aussi qui a compris que tous les bienfaits, c'est-à-dire qu'une personne qui vit dans cette philosophie de vie de vouloir être gentil, il a compris que c'est quelque chose qui rendait heureux en fait, et que la joie est dans le don de soi. On a compris. Le monde appartient aux gentils, nous dit Alexandra Puping-Bortoli dans ce traité édité aux éditions du Cerf. Vous restez avec nous, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Je dis continue parce qu'on a déjà des appels. Vous voyez, c'est un sujet qui interpelle et qui intéresse. Évidemment, Alexandra Puping-Bortoli répondra à vos questions. Et là, on a déjà Sylvie et Michel qui sont là et qui ont quelque chose à dire. Voilà, ils veulent s'exprimer sur la gentillesse parce qu'ils pensent eux aussi que c'est quelque chose d'important. Vous restez donc sur Sud Radio et vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h32, la parole est à ceux qui nous écoutent, bien entendu, et ici c'est le Parlons Vrai, et Dieu sait si le sujet de la gentillesse est certainement un thème qui vous interpelle. La preuve, nous avons Sylvie et Michel qui ont déjà appelé, et nous avons Sylvie qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Sylvie. Sylvie, bonjour Sylvie. Bonjour Perico. Bonjour Sylvie. Bonjour vous avez la voix de quelqu'un. Bonjour Sylvie. Vous avez la voix de quelqu'un de très gentil. Est-ce que je me trompe? Ah ben ça commence mal. Allez-y, mais je vous tends la perche parce que je sais où vous voulez en venir. Alors. Ça commence très mal parce que j'ai l'impression d'avoir été définie toute ma vie par ce qualificatif. Quelle chance, quel bonheur. Je l'ai pas ressenti comme ça en fait. Pourquoi? Parce que j'avais une étiquette de gentil, de gentille fille, de gentil élève, de gentil camarade. J'étais quelqu'un de brave, de gentil. Et ça me met en colère. Colère d'être définie uniquement par ça. C'est sûr que je suis quelqu'un de gentil, mais c'est normal d'être gentil. Mais vous le vivez comment? Comme c'est une brave fille, elle, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça diminue. Oui. Ça me restreignait à une seule chose. Parce qu'au fond de moi, il y a autre chose que de la gentillesse. Il y a de la violence, il y a de la colère, il y a de l'intelligence, il y a de l'humour. Et on ne voit en moi que cette personne, en fait. Donc il a fallu que je prouve aux autres, et à moi aussi, que j'étais autre chose, que je l'affirme, en fait. Pourquoi on vous voit comme ça? Pourquoi on vous sent comme quelqu'un de gentil? Sylvie, est-ce que vous avez du cœur? Est-ce que vous sentez que vous avez du cœur? Oui, mais je suis quelqu'un avec du cœur. J'ai toujours été comme ça. On m'a fait comme ça. Et vous avez du mal à l'assumer parce que vous avez l'impression qu'on se trompe sur votre personnalité, c'est ça? Exactement. On me voit pas vraiment comme je suis. On me restreint à une étiquette, en fait. Alexandra, ça peut induire en erreur de paraître pour quelqu'un de gentil?
Oui, c'est-à-dire que on peut. C'est à la fois extraordinaire. C'est magnifique, Sylvie, d'être considérée comme quelqu'un de gentil. C'est précieux. Tellement qui sont considérés comme méchants et qui ne le sont pas. Exactement, et qui inspirent la méfiance. Alors qu'être gentil, c'est quelque chose de magnifique. Oui, c'est vrai, à certains moments, on peut avoir l'impression que ça limite au niveau de notre identité, ça cache le reste de notre identité. Mais vous dites que vous avez dû vous affirmer, que vous avez dû faire un travail peut-être personnel pour pouvoir affirmer toute la dimension de votre caractère. Donc ça, je pense que ça fait partie du travail qui est à faire pour les personnes qui sont par nature gentilles. C'est d'apprendre véritablement à s'affirmer, vraiment à exposer sa vraie identité, ne pas oser exister complètement. En vérité, en montrant ses colères, en montrant ses défauts, être pleinement soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile pour une personne qui est gentille. Mais à partir du moment où, effectivement, il y a cette conscience et qu'on a envie de faire autrement, et c'est ce que vous avez l'air de faire, Sylvie. Donc, je trouve ça positif. Il faut quand même, Sylvie, que vous le viviez bien. Alors, je comprends à un moment donné, un petit peu votre énervement, parce que on vous prend pour qu'est-ce qu'on dit, quel est le terme, pour une quiche, enfin quelque chose comme ça. Poire, mais là, peut-être que c'est pas jusque-là pour Sylvie. J'avais une personne âgée dans ma famille, il disait jamais con. On disait, mais quand, il est gentil ou elle est gentille. On savait que dans sa bouche, ça veut dire elle est bête, quoi. Alors, en fait, c'est ça. C'est que quelquefois, c'est péjoratif et quelquefois, c'est pas péjoratif. Alors, ce qui est épouvantable, c'est qu'on est obligé parfois de dire, non, mais c'est un vrai gentil. Ou bien de rajouter des adjectifs qualificatifs, comme si être gentil, dire de quelqu'un il est gentil, c'était dire que c'est de la faiblesse. Sylvie, est-ce que vous pouvez prendre votre gentillesse comme une fierté? Oui. Ça me ferait plaisir. Comme une grandeur, même. Ça me ferait plaisir. Vraiment. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que bien sûr que tout le monde renvoie du positif et de l'amour. Ouais. Mais je vois les enfants, en tant qu'enfant, j'étais institutrice en maternelle pendant toute ma vie. Très important ce que vous me dites. Ouais. Alors, comment les enfants vous ressentez? Comme la maîtresse autoritaire ou au contraire comme quelqu'un qui venait vers eux avec vous? On était dans la douceur, dans la communication, mais je faisais preuve d'autorité quand il le fallait. Bien sûr. Ah bah voilà. Mais les enfants, je trouvais, il y a des enfants qui étaient dans ce rôle du gentil petit garçon, de la gentille petite fille, pour pas décevoir papa, pour pas décevoir maman. Oui. Du coup, on rentre dans un espèce de cliché, de rôle à jouer, et on n'est pas soi-même finalement. Exactement. Et on passe à côté de ce qu'on devrait être. Oui. Et ça a été un peu le cheminement de ma vie. J'ai conservé la notion de vérité dont vous parliez. Oui. La tolérance, du respect de l'autre. Pour moi, c'est tellement important. Mais pour garder ça, t'as pas besoin d'être forcément gentille. Savoir dire non. Pour autant, Sylvie... C'est ça. Et s'affirmer, quoi. Sylvie, votre univers est fait de paix et d'amour, en parlant très simplement, majoritairement. Pas vraiment, justement. Pas vraiment. J'ai fait les tranchées, j'ai fait la guerre des tranchées. Hein. Oui, non, mais ça, on avait dit tout à l'heure avec Alexandra, ça n'empêche pas qu'on se défende et qu'on se rebiffe, au contraire. Ouais. Et qu'on apprenne à s'affirmer. Alors, il faut distinguer la gentillesse qui est celle, justement, qu'on va utiliser parce qu'on n'arrive pas à dire non. Ou la gentillesse pour justement les enfants dont vous parliez, qui ont peur de ne pas être aimés ou de peur de pas se conformer exactement à ce qu'on attend d'eux, etc. Donc ça, c'est effectivement des personnes, des enfants qui auront besoin d'apprendre à s'affirmer davantage. Effectivement. Donc ils ont un chemin à faire, ces enfants-là. En tout cas, Sylvie, restez vous-même. Oui, vraiment, parce que être gentil, ça permet des renaissances. Et surtout tous les bons sentiments que vous avez suscités autour de vous, faites en sorte qu'on continue à vous les offrir. Hein. Vous êtes quand même. Je comprends votre réticence. Et à un moment donné, voilà, ça suffit. C'est vrai. Voilà, mais voilà. C'est ce truc à l'intérieur qui bouillonne, quoi, qui bouillonne contre cette étiquette. Eh ben, c'est un signe de gentillesse. Amour me convient mieux que gentillesse. Eh ben, c'est un signe de gentillesse quand même. C'est un signe de gentillesse quand même, et surtout, alors ne changez rien. De votre écoute. Voilà. Merci Sylvie. Nous avons Michel qui nous appelle de Donibane-Garassi. Alors, dites Donibane-Garassi est le nom basque de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah, d'accord. Voilà. Bon, oui, bonjour Michel. Très bien. Bonjour Michel. Est-ce que les Garastars, qui sont le nom des habitants de Saint-Jean-Pied-de-Port, est-ce que les Garastars sont tous gentils? Les autres, je sais pas, mais moi, je suis pas toujours gentil dans le sens
dans le sens douceur. Oui, mais pourtant vous avez du cœur. Vous considérez avoir du cœur ou non, Michel? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous partagez? Oui. Alors, oui, pour moi, la gentillesse, en fait, ou la sévérité, ce sont les deux faces un peu de la bienveillance. Oui. C'est quoi? Ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire. Voilà, ça peut être complémentaire. Moi, c'est juste parce que ça m'a fait le sujet de votre émission. Bonjour Alexandra, je vous ai pas dit bonjour. Bonjour. Simplement, c'est pour parler d'une expérience que j'avais eue quand je travaillais. Et donc, je travaillais dans la transfusion sanguine à l'époque. Donc, c'était un boulot quand même. Il fallait pas se tromper. C'est quand même un truc. C'est clair. Où la vie des gens est en jeu, etc. Mais j'avais pris conscience que justement il fallait instaurer une ambiance, une bonne atmosphère, avec des plaisanteries, avec tout en justement pour moi c'est ça une des conditions pour être vraiment sérieux et concentré dans son travail, quoi. Et un jour, en fait une collègue qui a mal compris mon intention. À un moment donné, je lui ai fait une remarque un peu sévère par rapport à sa façon de faire, etc. Et que il y avait une conservation des produits qui était très douteuse. Et donc elle a réagi en me disant mais en fait toi t'es un faux gentil. Voilà. Non mais on comprend. Mais alors Michel, je comprends la question. Alexandra, est-ce de dire la vérité aux gens quand ils ont fait une erreur, c'est manquer de gentillesse? Non, du tout. Non, du tout, parce Michel. que comme je disais, la gentillesse, elle va avec la vérité. Et voilà. Et un gentil, on ne doit pas attendre de lui qu'il dise toujours oui. Et dans ces cas-là, non, être gentil, c'est être capable de dire les choses, de les affirmer, d'être en vérité. Et ça fait partie de la gentillesse. Hein. C'est ce fameux discernement. Hein. C'est voir clair, dire les choses, c'est la fermeté. Hein. Bon, donc votre franc-parler, Michel, et votre sincérité n'altèrent en rien votre gentillesse naturelle. Au contraire, elle la rend authentique. Elle la rend totalement authentique. Je crois qu'en fait, tout dépend par quoi est sous-tendue la gentillesse. Oui. Est-ce qu'elle est sous-tendue par la bienveillance ou est-ce qu'elle est sous-tendue par la manipulation? Mais c'est toute la distinction, mais la manipulation, c'est pas la gentillesse. Mais là, c'est plus de la gentillesse, en fait. C'est de la fausse gentillesse, c'est des simulacres. La bienveillance, oui. Est-ce que vous savez comment on dit gentil en basque? Bonne question. Gaïchoua. Voilà, vous aurez appris quelque chose. Merci. Gaïchoua, oui, c'est pauvre. Oui, ça, vous voyez, c'est les deux. C'est gentil à la fois, mon pauvre, voilà. Mais Gaïcho, vous voyez, quand on dit bonjour de façon amicale, on dit Gaïcho. C'est-à-dire, voilà, c'est la tendresse et c'est l'amitié, c'est la gentillesse. L'attention. Merci Michel pour votre témoignage. Merci Michel. Et l'humilité. Oui, l'humilité, oui. Alexandra Puping-Bortoli, Le monde appartient aux gentils, aux éditions du Cerf. Voilà, les secrets de la gentillesse, où la trouver, où la comprendre et comment la partager. Alexandra, vous pouvez rester avec nous parce que là, à partir de 13h45, l'antenne est ouverte à ceux qui nous écoutent pour décrypter et parler de toute l'actualité. Mais si vous voulez rester avec nous, éventuellement un sujet peut vous intéresser. Et je vous garde avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. France dans tous ses états. Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h47. Vous qui nous écoutez, vous avez la parole, parce qu'ici c'est le Parlons Vrai. On peut aborder tous les sujets d'actualité donc qui ont été traités sur cette antenne, mais aussi à l'extérieur. Et nous avons Philippe qui nous appelle d'Angers. Bonjour Philippe. Bonjour Perico. Vous avez, vous, un sujet qui vous interpelle, qui est le sort des agriculteurs dans la canicule, c'est cela? Oui, c'est ça. Alors j'ai entendu les auditeurs, j'ai entendu l'ancien vice-président de la FNSEA. Lux Messart, oui. Oui, Lux Messart de l'Oise, du 60. Alors, pour parler irrigation, pour parler problème d'eau, faut, en fait, souvent, chaque année, dès qu'il vient un épisode de sécheresse, le débat se relance, les pour, les contre, les bassines, les Antilles, les machins. Alors que le problème de fond, il est que irrigation ou pas irrigation, il revient 4,50 € sur 100 € TTC à l'agriculteur, même quand on est irrigant. Moi, j'ai irrigué, j'ai arrêté d'irriguer. En fait, il faut garder l'irrigation. C'est important. Dans tous les pays, il faut de l'irrigation. Mais il faut revoir le modèle
en fonction des territoires. C'est-à-dire, il y a des territoires où il y aura besoin d'irrigation pour notre souveraineté, pas pour exporter sur les marchés mondiaux où on n'a aucune chance, mais pour reprendre notre souveraineté, ne plus être dépendant, parce que là on est dépendant d'un peu plus de 20% de notre alimentation, si on fait une moyenne tout confondu, mais il faut revenir avec un modèle, avec de l'agroforesterie, replanter des arbres autour des parcelles, faut même, je vais mettre un pavé dans la mare, faut même replanter des haies dans les grands parcellaires, dans les linéaires, pour pas que ça gêne le matériel, mais c'est l'évapotranspiration et les arbres qui ramèneront de l'humidité et de l'irrigation. Faut arrêter de faire des plaines avec des centaines d'hectares sans arbres. Vous voulez dire qu'il faut refaçonner le paysage, réintroduire du vivant et faire le contraire de ce qui a été fait du remembrement dans les années 60. Il faut redonner au paysage la configuration qui retient l'eau, si je comprends bien un petit peu. Oui, les remembrements sont utiles. Moi, je suis pour. Il faut les faire parce que les parcellaires étaient trop petits, mais il faut les faire intelligemment. Faut garder des haies et des arbres. Nous, par exemple, en zone d'élevage, en Maine-et-Loire, des parcelles de 5 hectares, c'est bien. S'il y a des parcelles de 10, ça peut être bien aussi, mais qu'est-ce qui empêche de mettre une rangée d'arbres au milieu? Du moment qu'elle est en ligne et qu'elle gêne pas le matériel, ça pose aucun problème. Faut reboiser. Et puis, il faut adapter l'irrigation suivant les départements. Il y a des zones où il y a peu de pluviométrie, où les terrains sont à faible potentiel. Pour faire du mouton ou de la vache allaitante, il n'y a pas besoin d'irrigation. Il faut adapter le modèle agricole avec moins d'UGB à l'hectare, moins d'animaux à l'hectare, et il faut mettre des modèles en place résilients. Pour la vigne, démarrer les plants de vigne, il faut l'eau. Un horticulteur a besoin d'eau, très peu. Un maraîcher a besoin d'eau. Mais il faut raisonner l'irrigation en fonction des débouchés qu'on a et sur les territoires. Irriguer pour essayer de produire moins cher qu'un Ukrainien, un Indien ou un Néo-Zélandais, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est faire payer le consommateur parce qu'il faut les financer, ces bassines. Donc ça, c'est peine perdue. L'agriculteur ne gagnera pas d'argent avec ça. Il faut raisonner le modèle agricole sur les territoires. Alors ça dépend évidemment de la classe politique, de nos gouvernants et des syndicats agricoles. Il faut que tout le monde se mette autour de la table pour réfléchir à cette option, je suppose, Philippe. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a 600 000 hectares en friche en France. Dans ces terres en friche, il y a des terres qui étaient irriguées. Dans les 82% paysans qui gagnent moins du SMIC brut, il y a des irrigants. C'est des gens qui irriguent, qui ont l'irrigation. Et c'est pas parce qu'ils ont l'irrigation qu'ils ont un revenu. Donc l'irrigation est utile pour adapter, suivant les cultures qu'on va mettre. On ne peut pas se passer d'irrigation, mais il faut la raisonner. L'irrigation n'est pas synonyme de souveraineté et n'est pas synonyme de revenu pour l'agriculteur. Voilà, il faut complexe. Il faut la repenser. Merci Philippe pour ce témoignage. Merci beaucoup et je sais que vous êtes attentif au sort des agriculteurs. Vous connaissez bien les dossiers. Nous avons Émilien qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Émilien. Vous aussi, vous êtes sensible à la détresse des agriculteurs en période de sécheresse ? Oui, bonjour Perico. Effectivement, les problématiques, elles sont récurrentes chaque année, et puis ça a l'air d'être même de pire en pire. Et quand j'écoute là les intervenants, Philippe précédemment, et puis tout à l'heure, effectivement, l'irrigation, c'est une option. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi on revient pas, on fait pas référence aux pratiques traditionnelles, parce que il y a un siècle, absolument. Non, mais votre remarque est très fondée. Et donc ils fonctionnaient, ils avaient les connaissances. Ça s'est perdu parce qu'il faut homogénéiser, il faut rentabiliser. Et il n'y a plus de symbiose avec le milieu dans lequel qui nous nourrit finalement. Il n'y a plus de réflexion en fait. C'est totalement incohérent. Moi je trouve la gestion agricole depuis la PAC, depuis les années 70, comme vous disiez en fait, depuis l'Europe. Mais oui. En plus, je pense que la ressource de l'eau concerne tout le monde aussi. Nous aussi consommateurs, on doit aussi apprendre à gérer l'eau de façon plus intelligente. Oui, puis je pense qu'il faudrait plus de flexibilité parce que, comme le disait votre intervenant agriculteur qui passait avant. Oui, Philippe. Luc Messart. Oui. Voilà, c'est ça. Il disait l'apport en eau, c'est bien, c'est une chose, mais les températures extrêmes, comme on va connaître cette semaine pendant les 10 prochains jours, finalement, c'est indépendant du niveau d'hygrométrie du sol. Si la plante, elle fleurit trop tôt ou que le fruit est trop petit parce qu'il a fait trop chaud, c'est il va falloir commencer à se questionner sur qu'est-ce qu'on va faire pousser sur notre territoire compte tenu du changement de climat. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une évolution dans ce sens-là. Vous aussi, vous pensez que ça répond évidemment à une des responsabilités gouvernementales qui est l'aménagement du territoire, prévoir, planifier et non pas réagir comme ça de façon précipitée lorsqu'on a un coup de sécheresse ou trop d'eau.
Et il faut surtout que les décideurs sachent de quoi ils parlent. Il faudrait qu'ils fassent appel à de véritables agronomes, de des la personnes compétence. qui ont la compétence pour qu'il y ait une cohérence, en fait, tout simplement. Tout ça manque de compétences. Merci Emilien pour votre observation qui est pertinente effectivement, et tous les acteurs savent bien que c'est comme ça que ça doit se faire. D'abord pour réfléchir aux problèmes et faire ça intelligemment. Merci pour votre témoignage. Nous avons Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, vous nous appelez de Marseille. Alors vous n'êtes pas inquiet pour des raisons agricoles, mais vous êtes intéressé par la loi philippine que Charles Rodwell a décrite tout à l'heure. Tout à fait. Déjà, bravo, Monsieur Rodwell. Un grand bravo et un grand merci. Enfin, des politiques qui prennent leurs responsabilités et qui prennent le pouls de la population et de sa sensibilité. Je crois qu'aujourd'hui, si on avait un sismographe social et populaire, on aurait sur l'échelle de Richter quelque chose qui ressemble à du 8,5, vous voyez, juste avant le 9, la limite ultime. D'accord. Oui, parce que c'est pas le cas de tout le monde, C'est pas le cas de tout le monde. Oh, tout le monde n'est pas à 8,5 ici. Pour des raisons différentes, simplement. Si aujourd'hui, les gens qui paient des impôts, dont je fais partie et vous aussi, le consentement à l'impôt est de moins en moins important. Pour les gens qui ne paient pas d'impôts, la question se pose pas. Mais par contre, pour les questions de sécurité, il y a tout un tas de gens, et on l'a vu à l'Assemblée nationale avec cette loi, qui se félicitent de l'insécurité, qui la revendiquent et qui même tendent la main aux assassins et aux terroristes. Et puis le sismographe de l'autre côté, il est à 8,5, mais en proportion inverse, c'est-à-dire on a dit mais qu'est-ce que c'est que ces LFI, qu'est-ce que c'est que ce PS énucléé, sans âme, sans cœur, sans cerveau et surtout sans, ce qui distingue un homme d'une femme, si vous voyez ce que je veux dire, qui est incapable d'avoir le moindre courage. Incapable. Donc il y a réellement aujourd'hui une tension sociale que je sens très fortement. Personnellement, on ne peut plus discuter de rien avec les gens. Ça devient difficile en effet. Voilà, on évite de cataloguer de ceci ou de cela. Et on n'a qu'à voir le panorama de ce qui est sorti hier à l'Assemblée nationale. Donc ceux qui ont voté pour cette loi, ils étaient pour la déportation, ils étaient presque des nazis, mais en tout cas au moins des pétainistes, et puis des gens favorables aux pires atrocités. Mais pour autant, Jean-Pierre, voyez, Charles Rodwell, lui, ne lâche pas prise, n'a que faire de ses insultes et de ses anathèmes, et continue à défendre ses valeurs républicaines. Merci Jean-Pierre pour votre témoignage. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. C'est Brigitte Lahaye qui va me succéder, et puisque je parlais tout à l'heure de gentillesse avec Alexandra Puping-Bortoli, là, Claude Parisot et Laura Pinson qui sont les invités de Brigitte Lahaye. Le thème, ce sera mieux faire l'amour grâce à une meilleure communication. Effectivement, ça participe aussi à la gentillesse. Vous êtes bien sur Sud Radio, restez-y, et vous appellerez au 0826 300 300 si vous avez aussi besoin de témoigner de votre sens de l'amour et de la générosité. À bientôt, et je vous dis à demain sur Sud Radio.